Bonjour les aventuriers, sur cette section, des histoires un petit peu différentes. En règle générale, les épisodes vont suivre les aventures du Rorqual et de ses petits passagers, mais de la science-fiction, nous allons laisser un petit peu la fiction de côté pour nous concentrer sur la science. Et je vais vous raconter comment fonctionne l'univers, nous, notre cerveau, d'où nous venons, où nous allons. Bref, que des histoires vraies. Enfin, vraies. Autant que je le pourrais. Je vais faire de mon mieux pour ne pas faire d'erreur, mais comme tout le monde, je suis humain, je ne suis pas infaillible. Alors faites ici comme on devrait le faire partout. Ne prenez pas ce que vous lisez ou ce que vous entendez pour argent comptant. Écoutez d'autres sources, croisez les informations, faites tourner vos méninges, faites tourner votre esprit critique. Et bien entendu, lorsque l'on veut savoir quelque chose, le savoir, pas le croire, il faut garder en tête que toute connaissance est vraie, jusqu'à preuve du contraire. Alors gardons l'esprit ouvert à l'évolution de nos connaissances, voire même à leur changement, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Alors arrêtons maintenant de tourner autour du pot et rentrons dans le vif du sujet. Nos 4 aventuriers viennent de quitter le système solaire et l'immense vaisseau colonial a manqué de peu une comète. Yuri a commencé à nous expliquer ce qu'était une comète et un astéroïde, mais nous pouvons aller plus loin dans l'étude de ces objets qui nous entourent. Alors commençons par notre maison, la Terre. 40 000 km si vous voulez en faire le tour à pied. Ça use pas mal les souliers et les palmes, parce que vous allez avoir du mal à faire le tour de la Terre sans passer par de l'eau. 40 000 km, c'est beaucoup. Si vous partez demain, que vous marchez tous les jours, 10 heures par jour, sans aucune exception, il ne vous faudra pas loin de 3 ans pour faire le tour de la Terre. Et encore, en ligne droite. Si vous quittez cette jolie planète, que vous partez droit vers le ciel, vous allez croiser les premiers satellites à 200 km d'altitude. À 400 km d'altitude, vous pourrez faire un petit coucou à Thomas Pesquet sur l'ISS. Vous continuerez de croiser des satellites jusqu'à 800 km d'altitude environ, puis, plus grand chose, jusqu'à 36 000 km d'altitude. 36 000 km d'altitude, c'est presque le tour de la Terre complet. Ça commence à être loin. Et là, vous allez trouver les satellites géostationnaires, c'est-à-dire ceux qui ne bougent pas par rapport à la Terre. Ils tournent exactement en même temps que nous. Ensuite, si vous continuez de grimper, vous allez finir par viser la Lune. Cette belle Lune qui éclaire nos nuits et qui a rythmé nos vies pendant si longtemps de ces cycles lunaires. Celle qui nous paraît si proche. Si proche ? Eh bien, la Lune est entre 360 et 400 000 km d'altitude. Ça veut dire qu'on peut mettre 30 fois la Terre entre nous et la Lune. Ça représente jusqu'à 10 fois sa circonférence. Si vous deviez aller jusqu'à la Lune à pied, il vous faudrait 30 ans en marchant 10 heures tous les jours sans exception. Mais au moins vous vous userez pas les souliers puisque vous flotteriez. Enfin, si vous arrivez à retenir votre respiration assez longtemps. Voici une photo prise par la sonde OSIRIS-REx en 2017, alors qu'elle se trouvait à 5 millions de kilomètres de nous. Sur cette photo, vous pouvez voir à quel point la Lune n'est pas proche de nous. Une petite bille blanche, une petite bille bleue, perdue dans le noir de l'espace. Elle est loin, beaucoup plus loin qu'on ne se l'imagine. Mais c'est pas la seule chose qui choque dans cette photo. La Lune est grande, 1/4 de la Terre en diamètre. Vous mettriez un petit peu plus de 8 mois à faire le tour à pied, toujours sans respirer. Si elle ne prend que peu de place dans notre ciel, c'est bien parce qu'elle est très, très lointaine. Imaginez, vous voyez avec vos petits yeux d'humain quelque chose qui se situe à 30 terres de vous. Et ouais, les yeux ont une portée infinie. Si ça c'est pas du super pouvoir, la prochaine fois que vous verrez vos potes, dites-leur que vous êtes un super-héros, vous serez même pas en train de mentir. Imaginez qu'en plus d'avoir des yeux qui peuvent voir à l'infini, vous pouvez aussi voler à une vitesse folle. Levez les yeux, prenez votre envol, direction le centre du système solaire, l'étoile qui nous inonde de son énergie, qui permet la vie sur notre planète, le Soleil.
Vous allez devoir voler sur une unité astronomique, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil, qui fait approximativement 150 millions de kilomètres. Vous trouviez que la Lune était loin ? Le Soleil est 40 fois plus loin. Heureusement que vous volez beaucoup plus vite que vous ne marchez, sinon vous étiez parti pour 1200 ans de voyage. Pendant que vous volez vers le Soleil, laissez-moi vous raconter une anecdote amusante. Vous avez peut-être remarqué, mais dans notre ciel, la Lune et le Soleil font exactement la même taille. C'est ce qui nous permet d'avoir des éclipses solaires complètes. Mais la Lune n'est pas dans une orbite parfaitement stable. Tous les ans, elle s'éloigne de quelques centimètres de nous. Et dans quelques millions d'années, elle sera trop loin. Elle paraîtra plus petite, et nous ne pourrons plus avoir d'éclipse solaire totale. Si la Lune et le Soleil font aujourd'hui la même taille dans notre ciel, c'est un hasard complet. Pour qu'ils paraissent faire la même taille que la Lune, alors qu'il est à ce point plus loin, c'est que le Soleil doit être gros, très, très gros. Et il l'est. 1,4 million de kilomètres de diamètre. C'est 110 fois plus gros que la Terre. Et au niveau du poids, c'est pas mal non plus. Le Soleil ne représente pas moins que 99,86% de la masse de l'entièreté du système solaire. 99,86% de l'intégralité de notre système solaire, c'est son étoile. Représentez-vous bien les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, Mars et la Terre, plus la ceinture d'astéroïdes, plus toutes les comètes et les astéroïdes que nous connaissons, ça ne fait jamais que 0,02% de la masse du système solaire. La Terre n'est vraiment qu'une minuscule poussière perdue au milieu de l'immensité de l'espace. Bon, vous êtes arrivés pendant ce temps-là ? Eh bien, jouons les Max Bird pour quelques instants et mettons fin à une idée reçue. Le Soleil n'est pas une boule de feu. Le feu, c'est pour les petits joueurs. Le Soleil est une boule d'hydrogène et d'hélium tellement grosse et lourde que sa gravité broie les atomes les uns contre les autres jusqu'à les faire fusionner pour créer des atomes plus gros. Cette fusion nucléaire dégage une énergie monumentale. Une énergie à faire passer le pire des feux de forêt amazoniens pour une vague brise tiède. Sa surface est mouvante, agitée de courants, de jets de plasma ionisé qui jaillissent vers l'espace à des vitesses pouvant aller jusqu'à 2500 km par seconde. C'est violent, très, très violent. En plus de la lumière visible, le Soleil balance dans tous les sens des particules chargées qu'on appelle les vents solaires. Et ces vents solaires se répandent dans le système solaire, le balayent jusqu'à sa plus extrême limite. Mais nous verrons cela plus tard. Ce qu'il faut en déduire, par contre, c'est que nous avons beaucoup de chance que la Terre possède un champ magnétique qui nous protège de ces rayonnements. Bon, ça chauffe dur dans le coin. Éloignons-nous d'une 50aine de millions de kilomètres. Nous allons trouver Mercure, la première planète de notre système solaire. Bon, outre le fait qu'elle ne tourne pas très très rond, elle oscille entre 46 et 70 millions de kilomètres de notre étoile. Elle est aussi la plus petite planète de notre système solaire. C'est un gros caillou, gros comme un tiers de la Terre environ, et 20 fois moins lourde. Son atmosphère a été depuis longtemps balayée par les vents solaires, et sans atmosphère pour réguler sa température, il peut faire jusqu'à moins 170 degrés au fond d'un trou qui n'est jamais éclairé, et jusqu'à plus 350 ou 400 aux endroits où c'est éclairé par le soleil. Bref, pas un super coin pour passer nos vacances, passons à la suite. Encore une 50aine de millions de kilomètres plus loin, nous tombons sur Vénus. Alors là, celle-là, elle est presque aussi grande que la Terre. Mais une anti-Terre. Vous avez vu Stranger Things ? Vous voyez le monde à l'envers ? Eh ben c'est Vénus. Enfin, Vénus c'est la Terre à l'envers. Déjà, elle tourne pas dans le bon sens. Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Puisque je vous dis que c'est le monde à l'envers.
Son atmosphère est 92 fois plus lourde que la nôtre. Il règne une pression de malade à la surface. Pour trouver une pression pareille à la surface de la Terre, il faut plonger à 900 mètres sous la surface des océans. Son atmosphère est composée presque exclusivement de dioxyde de carbone, engendrant un effet de serre démesuré, qui maintient une température en surface à près de 462 degrés Celsius. 462 degrés Celsius. Vous pouvez même pas cuire un gâteau sur Vénus. Vous allez le brûler. Dans son ciel, vous verrez de jolis nuages blancs très brillants, qui nous embêtent un peu parce que on ne peut pas vraiment prendre de photos de la surface de Vénus depuis son orbite. Mais ça reste très joli. Vous avez donc de magnifiques nuages d'acide sulfurique. Quand il pleut, prenez un très bon parapluie. Sa surface, quant à elle, n'est pas vraiment plus calme. Elle est recouverte de volcans qui crachent continuellement le dioxyde de carbone et l'acide nécessaires au renouvellement de son atmosphère, régulièrement balayé par les vents solaires. Bon, toujours pour bien montrer que Vénus est un autre monde, un petit détail rigolo. Une journée sur Vénus, c'est plus long qu'une année sur Vénus. Oui, je sais, c'est bizarre à imaginer. Cette planète tourne sur elle-même plus lentement qu'elle ne tourne autour de son Soleil. Un an vénusien, c'est 225 jours terriens. Une journée vénusienne, c'est 243 jours terriens. Ça doit pas être facile pour fêter les anniversaires. Bon, je crois qu'on n'y passera pas nos vacances non plus, on a assez traité dans le coin. Dépêchons-nous de nous envoler avant de nous dissoudre dans les pluies acides. Remettons-nous en route. La prochaine planète que nous allons croiser, c'est la Terre. On l'a déjà vue, on va se contenter de faire un petit coucou à notre belle planète alors qu'elle se dévoile au-dessus de la Lune. Tiens, au sujet de cette photo. Vous savez que les astronautes de la mission Apollo 8, qui est allée jusqu'à la Lune sans y atterrir, ont été plus marqués par cette vision que par la vision de la Lune elle-même. Cette petite bille bleue, à côté de laquelle nous passons, comme une maigre bulle d'air au milieu d'un océan d'obscurité, est à la fois si magnifique et si fragile. Cette photo a été prise par William Anders le 24 décembre 1968, et je la trouve toujours aussi belle. Vient ensuite, à 228 millions de kilomètres de notre Soleil, la planète qui a sans doute le plus fait rêver les êtres humains. Cette planète que l'on voit rouge dans notre ciel, Mars. Quand on lui passe à côté, quand elle est au plus proche de nous, elle est à 56 millions de kilomètres. On comprend mieux pourquoi c'est beaucoup plus difficile d'aller sur Mars que sur la Lune. Même en attendant que les deux orbites soient au plus proches, c'est encore 140 fois plus loin. À pied, vous mettriez 4200 ans, sans pause, sans respirer, tout ça blabla. Mars, contrairement à la Terre, n'a pas de champ magnétique. Et c'est cette différence qui a fait toute la différence. Sans champ magnétique, une grande partie de l'atmosphère martienne a été soufflée vers l'espace. Et ce qu'il reste est trop ténu pour pouvoir garder la chaleur. Fut un temps, lointain hélas, où Mars possédait encore de l'eau liquide à sa surface. Et qui dit eau liquide dit possibilité d'avoir de la vie. Pas une vie complexe comme sur la Terre, pas de civilisation martienne et de vaisseaux spatial prêts à nous envahir, mais des micro-organismes, des microbes, des bactéries. Et c'est déjà pas mal. Enfin, nous en saurons sans doute bientôt plus, car la mission principale de Persévérance, le dernier rover envoyé sur Mars par la NASA, est justement la recherche de fossiles microscopiques d'anciennes formes de vie sur la surface martienne. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous savez que Mars est la seule planète à notre connaissance à n'être peuplée que de robots ? Entre les orbiteurs qui tournent autour à prendre des photos et faire des relevés,
les atterrisseurs qui ont été posés sur la surface de Mars et qui eux aussi font des relevés et prennent des photos. Et enfin les rovers, sortes de voitures tout-terrain qui sillonnent la surface de cette planète pour essayer d'en savoir plus. Eh ben il commence à y avoir du monde. Depuis 2021, il y a même à la surface de Mars un petit hélicoptère qui vole, commandé à distance par la NASA, à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de là. Si ça, c'est pas un exploit extraordinaire, je sais pas ce que c'est. Mars, le dieu de la guerre. Il a donné son nom à cette planète à cause de sa couleur, rouge. Un rouge qui n'est pas vraiment rouge d'ailleurs. Et qui n'est dû qu'à la rouille, ce qui fait beaucoup moins guerrier tout de suite, vous en conviendrez. Elle a 2 petits satellites en orbite autour d'elle. Ces satellites s'appellent Phobos et Deimos. Ce sont les 2 fils de Mars dans la mythologie. Phobos et Deimos veulent dire peur et terreur. Sympa, hein? Allons-nous-en, je suis pas très rassuré ici. On va encore voler sur quelques dizaines de millions de kilomètres. En fait, on va parcourir la même distance qu'il y a entre le Soleil et Mars pour arriver jusque dans la ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture, qui marque la frontière entre le système solaire interne et le système solaire externe, est une relique de notre système solaire primordial. Avant que naissent nos planètes du système solaire, il y avait à tourner autour du Soleil un immense disque de poussière et de roches appelé disque d'accrétion. Petit à petit, la gravité les a rapprochés les uns des autres. Ils ont fusionné, se sont rentrés dedans, fracassés parfois, jusqu'à finir par former, millions d'années après millions d'années, les planètes que nous connaissons. C'est d'ailleurs un choc de ce type qui a très probablement formé notre Lune. Une protoplanète appelée Theia, une sorte de grosse boule de roches et de métaux qui aurait pu devenir une planète si elle avait un petit peu mieux conduit, a probablement oublié de regarder à droite et à gauche avant de traverser l'orbite terrestre, et ce qui devait arriver arriva. Paf! Le choc entre les deux a arraché une partie de notre planète et une partie de Theia, envoyant en orbite tout un tas de poussières et de roches qui se sont comportés exactement comme le disque d'accrétion qui a formé notre système solaire. Sauf que cette fois-ci, tout s'est réuni en une seule boule, et cette boule, c'est notre Lune. Un dernier petit point, avant de terminer cette visite de notre système solaire interne. Quand on parle de ceinture d'astéroïdes, on imagine tout de suite un truc comme dans Star Wars, avec des cailloux partout et des vaisseaux qui essayent de slalomer en risquant le crash à tout moment. On voit le Faucon Millenium qui sème les troupes de l'Empire grâce au talent de pilote de Han Solo, avant d'aller se poser dans une grotte, qui n'est pas vraiment une grotte, sur un astéroïde gigantesque. Eh ben, c'est pas du tout comme ça en vrai. Quand vous volez dans une ceinture d'astéroïdes, vous ne voyez pas d'astéroïdes, ou peut-être un là-bas, au loin. C'est une zone où il y a plus d'astéroïdes, c'est vrai, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais on parle d'un caillou tous les 100 000 kilomètres. Beaucoup ne sont que des poussières. Depuis la sonde Pioneer 10 en 1972, qui a traversé le champ d'astéroïdes sans encombre, 9 autres sondes ont traversé. Aucune n'a subi le moindre dommage. On estime aujourd'hui que les chances de heurter un astéroïde en traversant la ceinture d'astéroïdes sont de 1 sur 1 milliard. C'est pas avec ça qu'on va semer les TIE Fighters. Merci d'avoir participé à ce petit voyage. La prochaine fois, nous irons au-delà de la ceinture d'astéroïdes et nous irons visiter le système solaire externe. Parce que la quête de connaissances est une extraordinaire aventure.